Bonsoir à vous tous. Bien, je me présente, je m'appelle Alain Baudry. Ça va être moi, votre animateur pour la prochaine heure. Avec moi, comme pour m'accompagner, j'ai mon collègue Daniel. Daniel, si tu veux juste faire un bref aperçu de qui tu es et comment ça fait de temps que tu travailles chez CAA. Oui, alors je suis formateur principal à CAA pour ce qui est de la technique policière, les formations de siège d'auto. On fait la conduite hivernale, on fait de la formation sur l'éco-conduite avec un simulateur dans les entreprises. Donc, c'est un petit peu tout ça qu'on fait. Et ça me fait plaisir d'être en support avec Alain si jamais il y a des questions un petit peu plus comme légales, s'il y a des questions au niveau du code de la sécurité qui sont issues, qui vous viennent à l'esprit, bien, n'hésitez pas pour les noter, là, suite à ce que tout ce qu'Alain va vous donner. Il n'est pas impossible que des questions à ce sujet surviennent et on va y répondre. Merci, Bonne Daniel. présentation. Si on regarde l'objectif de notre soirée, bien, c'est d'actualiser nos connaissances. Ça fait plusieurs années sûrement que vous avez un permis de conduire, que vous avez passé votre évaluation de conduire à la SAQ. Depuis la dernière fois que vous avez passé cette évaluation-là, il y a des nouveaux panneaux de signalisation qui sont arrivés sur la route. Il y a des nouveaux règlements qui se sont rajoutés. Souvent, on n'a pas pris le temps de prendre du temps pour se faire une mise à jour. Ce soir, je trouve ça très louable que vous preniez une heure là, pour être capable de mettre à jour vos connaissances sur la conduite, puis aussi être capable d'identifier les difficultés qu'une personne aînée peut avoir, surtout si elle est en perte de certaines capacités fonctionnelles. Vous êtes des aidants naturels. Comme aidants naturels, parfois vous allez avoir à embarquer, vous embarquez en auto avec une personne plus âgée, ou bien non, vous êtes déjà à un certain âge, puis vous apercevez que vous n'aviez pas de difficultés avant de faire certaines manœuvres. Aujourd'hui, ils sont plus difficiles. Fait que on va voir ça aussi dans notre. Puis, on va réfléchir sur l'importance de se comporter d'une façon coopérative, sécuritaire et responsable en présence des autres usagers de la route. On pourrait résumer tout ça ensemble en disant être courtois sur la route. La route, elle ne m'appartient pas, je la partage avec d'autres usagers de la route. C'est ça qu'on va regarder. Puis aussi, on va amorcer une réflexion visant à dédramatiser la situation lorsque le moment va être de prendre sa retraite de la conduite. Vous savez, je vous donne un exemple. Vous avez connu Maurice Richard, un super bon joueur de hockey. Je suis sûr que la journée qu'il a raccroché ses patins, puis que ça n'a pas fait son affaire, puis ça y a fait, il y a eu un moment noir dans sa vie à cause de ça. Mais c'est pareil pour toutes les personnes qui ont à prendre leur retraite de la conduite automobile. On dirait qu'on perd notre autonomie. Mais c'est ça qu'on va regarder. Essayer de trouver, d'envisager une autre façon. Avoir un auto, c'est une façon de se déplacer d'un point A à un point B. Mais la journée que je vais raccrocher mes clés, il y a d'autres façons de garder notre mobilité active. Les principaux sujets qu'on va toucher sont, je vais vous parler de la Fondation CAA, on va regarder quelques statistiques du bilan routier, on va regarder les questions qui sont relatives aux aînés au volant, puis les difficultés liées à la conduite automobile. On va faire une petite actualisation des connaissances et je vais vous donner des outils pour aller les perfectionner encore mieux. Puis, on va réfléchir ensemble, puis je vous invite à réfléchir à partir de là. Un permis de conduire, c'est un privilège. On va regarder ça. La Fondation CA, vous connaissez le club automobile CA, mais peut-être la Fondation, vous la connaissez moins. C'est un organisme sans but lucratif que son objectif, c'est de faire la promotion de la sécurité routière. Nous, ce soir, on travaille pour la Fondation CAA. Notre objectif, c'est de vous sensibiliser sur la sécurité routière. Fait qu'on est en plein, dans le fond, des objectifs de la Fondation. Puis, les autres, ils font aussi à la Fondation de la recherche, puis de la sensibilisation, puis de l'éducation au niveau des écoles. On a des gens qui sont dans les écoles pour des brigadiers scolaires, puis des sièges d'auto, ainsi de suite. Ça fait toute partie de la tâche, des définitions de tâches de la Fondation. Puis son but ultime, c'est de réduire le nombre et la gravité des collisions sur la route. C'est ça qu'on veut, qu'il y ait de moins de collisions pour sauver des vies le plus possible. On va regarder le bilan routier de ces dernières années. Si je vous présente le nombre de personnes de 55 ans et plus titulaires d'un permis de conduire. Si on regarde dans les 5 dernières années, bon, les groupes qui ont pas beaucoup augmenté, là, qui ont augmenté légèrement, OK, c'est les 55 à 64 ans, les 65
74 ans. Mais les groupes qui ont augmenté de beaucoup d'avoir un permis de conduire, c'est les 75 à 84 ans, puis surtout les 90 ans et plus. Regardez, il y a 53 plus de personnes de 90 ans et plus qui ont un permis de conduire en 2019. On n'a pas le dernier bilan, c'est les derniers bilans à jour qu'on a. Fait qu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'aînés qui ont un permis de conduire valide, puis qui sont encore en autonomie, puis qui gardent leur automobile. Donc, au cours de cette période, le nombre de personnes titulaires d'un permis de conduire de 55 ans et plus a augmenté de 12,6 %. C'est beaucoup, ça, pendant ces 5 ans. Paradoxalement, ça, au cours de la même période, les titulaires de 16 ans à 54 ans, les autres, ils sont en baisse. Regardez ça, de moins de 1,8 %. Fait qu'on peut dire que les nouvelles générations, la mobilité pour les autres, ça passe pas seulement par l'automobile, ça passe par le vélo, ça passe par le transport en commun, d'autres modes de déplacement que l'automobile. Peut-être parce qu'ils sont plus sensibles au changement climatique, sont plus sensibles à l'environnement, puis les autres, l'automobile, c'est quelque chose qui pollue. C'est qu'est-ce que je pense pour ça, qu'on a de moins, il y a moins de jeunes qui gardent leur permis de conduire ou qui ont un permis de conduire. Les victimes puis les décès sur la route par groupe d'âge. Si on regarde tous les groupes d'âge, de 15 à 54 ans, il y a eu une baisse des accidents de la route puis des blessés sur la route. Mais si on regarde le groupe de 55 ans et plus, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation des accidents. Mais il ne faudra pas que, parce qu'on est plus âgé, qu'on ait plus d'accidents sur la route. Bon, c'est pour ça qu'avec la soirée que vous faites ce soir, de faire une mise à jour de vos connaissances, c'est pour essayer de baisser ces statistiques-là pour que le groupe d'âge plus âgé soit représentatif de tous les autres groupes d'âge qui ont un permis de conduire au Québec. Vous voyez, ceux-là, là, il y a eu une baisse des accidents et des blessés de 6,3, puis ça a eu une augmentation de 1,8 pour les personnes plus âgées. La première question qu'on doit se demander là, quand on regarde ça, le nombre d'accidents et tout ça, c'est dépasser la limite de vitesse, c'est-tu quelque chose qui est important? Tu sais, on sait sur les routes, là, la limite de vitesse des autoroutes, c'est 100. Rares sont les personnes qui vont à 100 km. La majorité des gens vont 110, 115, puis il y en a beaucoup quand on est en présentiel, qu'on demande aux gens, les gens s'en vont à 118 parce qu'ils savent qu'à 120, la police va réagir. Regardez ça, l'impact que ça peut avoir de dépasser les limites de vitesse. Okay? Selon une étude, une diminution de moyenne de la vitesse de 5 km/h permettrait de réduire de 15 % le nombre d'accidents. C'est beaucoup, ça. Okay? Comment on peut la réduire? D'abord, la question qu'on peut se demander, ça donne quoi de dépasser les limites de vitesse? Parce que plus que je vais vite, plus que les choses se déroulent vite en avant de moi. On va regarder qu'est-ce qu'il y en est réellement. Si je parcours une distance, donc je roule 70 km dans une zone de 50, puis sur une distance de 10 km, je vais regagner 4 minutes. Est-ce que ça vaut la peine de mettre ma vie, la vie des autres en danger pour gagner 4 minutes? Puis ainsi de suite. Si vous regardez à 110 km au lieu de 90, je vais regagner sur 20 km, je vais regagner 2 minutes. Ça ne vaut réellement pas la peine de mettre sa vie en danger puis de risquer d'avoir une contravention pour gagner 2 minutes à la fin du voyage. Le risque de traumatisme et de décès pour les piétons augmente proportionnellement aussi à la vitesse. Un piéton adulte a un risque de mourir inférieur à 20 % s'il est heurté par une voiture roulant à 50 km/h. Mais gardez ça, à 80 km/h, son risque peut atteindre 65 % de mourir. C'est beaucoup, ça. Okay? On regarde cette petite image-là. Vous savez, là, je vais vous expliquer une affaire. Quand je conduis un automobile, il y a le temps de perception. Ça, c'est quand j'ai les mains sur le volant, je regarde en avant, là, puis je m'aperçois qu'il y a un risque potentiel en avant. Ce temps-là, le temps que la commande passe de mon cerveau, puis qu'elle se dirige à mon pied, puis que je lâche l'accélérateur, puis je vais au frein, c'est à peu près 1,3 secondes. Ça, là, c'est dans le meilleur des mondes, là, avec une bonne capacité physique. Fait que si j'ai mal aux genoux, puis que j'ai de la misère à me déplier à la jambe pour aller au freinage, ça va me prendre plus que 1,3. Bon, on va rester qu'on est tout en forme, puis ça nous prend 1,3 secondes pour réagir. Je commence à freiner à 50 km/h.
ça va me prendre 27 mètres pour freiner, puis je vais être capable d'arrêter à temps mon véhicule pour ne pas frapper le piéton. Si je m'en vais à 60 km/h, hein, je vais heurter le piéton parce que ça va m'avoir pris 36 mètres pour freiner, puis je risque de le blesser. Puis si je m'en vais 80, encore pire, ça va me prendre 58 mètres pour freiner, puis je vais frapper le piéton à 62 km/h. Il y a des fortes chances que je vais le tuer, il va mourir. Okay? Chaque jour, 8 piétons sont victimes d'un accident de la route au Québec. Okay? Chaque semaine, un piéton décède. C'est important de réduire sa vitesse. Puis, regardez ça. Plus que je vais vite, je vous ai dit tantôt, plus que les choses se déroulent vite en avant de moi. Là, on regarde pour les piétons, mais si je suis sur la route là, avec des automobilistes en avant de moi, la distance, l'intervalle que je dois garder entre la voiture d'avant puis ma voiture, c'est à peu près 3 secondes. Comment que je fais pour calculer ça? Je me prends un point de repère sur le chemin. Ça peut être un panneau de signalisation, un lampadaire. Quand l'auto d'en avant passe ce panneau-là, je me mets à compter. 1001, 1002, 1003. Aussitôt que mon auto arrive à ce lampadaire-là, si je suis à 1003 et plus haut, je suis dans le target, je suis correct. Il n'y aura pas de danger parce que je vais avoir un temps de réaction. C'est-à-dire que si ça freine d'urgence en avant de moi, je vais être capable, avec mon 1,3 secondes, il va me rester un autre seconde et demie pour freiner puis m'arrêter à temps. Puis si on est dans le, disons, on va s'arriver dans la conduite hivernale, mais en conduite hivernale, là, on ne parle plus de 3 secondes. On va augmenter la distance avec l'auto en avant en fonction de la condition de la chaussée. Je reviens aux piétons. Quand on regarde ça, est-ce qu'on peut se permettre de dépasser la limite de vitesse? Je vous envoie la question, là, qu'est-ce que vous en pensez? Okay? Comme conducteur, là, on doit développer une attitude coopérative, sécuritaire et responsable en présence des usagers vulnérables. C'est qui les usagers vulnérables sur la route? Bien, ce sont principalement les piétons, les vélos, les quadriporteurs, puis qu'est-ce qu'on a vu beaucoup là, depuis les dernières années? Des vélos électriques. Ça, il y en a beaucoup sur la route. Tout ça, c'est tous des usagers vulnérables. Moi, là, quand je suis dans mon auto, là, je suis dans un bolide là, entouré de coussins gonflables avec la carrosserie pour me protéger. Mais le piéton qu'on voit là en avant là, sur notre photo, il n'y a rien pour la protéger. Le vélo, il n'y a rien pour la protéger. La moto sur la route, il n'y a rien pour les protéger. C'est pour ça qu'il faut redoubler de prudence avec les usagers vulnérables sur la route. Je vous donne un exemple ici, de partage de la route. Prévoyez la présence d'un usager vulnérable, on le voit là, c'est le vélo. Avant d'ouvrir ma portière puis de débarquer, un regard dans le rétroviseur gauche pour voir s'il n'y a pas un vélo qui s'en vient. Ou quand je suis arrivé pour me stationner, j'ai dépassé avant d'arriver un vélo, mais je le garde en mémoire que le vélo s'en vient. Okay? Puis, une façon d'éviter tout conflit avec l'approche des cyclistes, c'est pour me faciliter ma tâche, essayez ça la prochaine fois. Quand vous arrivez pour stationner, avant d'ouvrir votre portière avec votre main gauche, prenez votre main droite à la place, puis allez à la portière. Puis regardez bien mon corps, qu'est-ce qu'il fait quand je prends ma main droite pour aller à la portière. Mon corps se tourne, puis mes yeux, ma tête trouve être en ligne avec le rétroviseur. De cette façon-là, ça m'oblige à regarder le rétroviseur avant d'ouvrir la porte. Puis ça l'empêche de s'en aller trop grande parce que la porte, je vais l'ouvrir juste pour la déclencher. Okay? On regarde ça après. Prévoyez les usagers vulnérables quand je conduis. Okay? Avoir une distance sécuritaire avec les vélos. La loi nous dit que si je suis sur une zone de vitesse qui est en bas de 50 km/h, bien, je dois garder 1 mètre du vélo, à peu près 3 pieds. Puis si je roule dans une zone de vitesse de plus que 50 km/h, je dois garder 1,5 mètre du vélo qui est là. C'est-à-dire que plus qu'on est dans une zone de vitesse, plus il faut y laisser de la distance. Le partage de la route avec les usagers vulnérables, on continue. Pourquoi réduire sa vitesse en présence d'usagers vulnérables? Parce qu'à 50 km/h, regardez ça, j'ai une autre belle image. Je perçois un piéton à 50 km/h encore. Ça va me prendre le temps de perception et de réaction. Là, que la commande, je vous ai expliqué tantôt qu'elle passe à ma tête, qu'elle s'en va. Je vais faire 18,1 mètres
avant de commencer à freiner. Puis je vais être capable de m'arrêter à temps. Si je m'en viens, ça va m'avoir pris au total 31,2 mètres pour arrêter sans frapper le piéton. Mais si j'augmente la vitesse, juste de 10 km/h, c'est pas gros. Souvent, les gens, on est dans une zone de 50, les gens roulent fréquemment à 60 km/h. Mais mon temps de réaction et de perception va être allongé parce que je vais plus vite. Au lieu de me prendre 18 mètres pour mon temps de réaction et perception, ça va m'en prendre 21 mètres, 21. Je vais avoir parcouru 21 mètres avant de commencer à freiner. Puis, mais que je touche au piéton, je vais le frapper le piéton à 42 km/h. C'est important, ce 10 km/h. On dit c'est juste 10 km. Mais gardez à 10 km de moins, on peut sauver des vies. Okay? Si j'ai à faire un virage à une intersection, faire un virage à droite, mais avant de faire mon virage à droite, je dois balayer mon intersection. Hein? Premièrement, je suis capable de tourner. Après ça, est-ce qu'il y a des piétons qui s'en viennent au passage piétonnier? S'il y a un piéton qui a engagé le passage piétonnier, il y a priorité avant moi que je tourne. Puis après que je me suis assuré que tout était libre, un regard dans mon miroir de droite pour voir s'il ne s'en viendra pas un vélo. Parce que le vélo, lui, continue tout droit. Puis peut-être que moi, j'ai oublié de mettre mon clignotant pour dire que je reviens à droite. Parce qu'on dirait qu'il y a certains modèles d'auto que les clignotants sont en option. Et les gens ont acheté l'automobile puis n'ont pas pris l'option d'avoir des clignotants. Mais c'est important de mettre son clignotant, signaler son intention pour que quand que le vélo va s'en aller, qu'il sache que je tourne. Puis moi, en regardant dans mon miroir de droite, je me suis assuré que la voie était libre puis que j'étais capable de tourner. Puis je dois y céder le passage s'il s'en vient. L'autre, si je fais un virage à gauche, c'est la même chose. En faisant mon virage à gauche, est-ce qu'il y a des autos qui s'en viennent? Est-ce qu'il y a des cyclistes qui s'en viennent? S'il y a un cycliste qui s'en vient, il y a priorité, je le laisse aller. Est-ce qu'il y a des piétons avant que je tourne? Fait que c'est des façons sécuritaires de faire nos virages. Parce que souvent, il va y avoir des accrochages dans ces situations-là. Les gens vont dire, je ne l'avais pas vu. Mais je ne l'avais pas vu, pourquoi? Parce que je n'ai pas regardé dans mes rétroviseurs, je n'ai pas balayé mon intersection avant d'y aller. Fait que c'est quelque chose d'important à faire. On regarde, ça c'est une belle intersection, bien signalisée. On voit qu'il y a des belles lignes, OK? Où est-ce qu'il faut que je fasse mon arrêt? Bien, je dois faire mon arrêt à la ligne d'arrêt, OK? Libérer le passage piétonnier. Je ne dois pas aller faire mon arrêt sur le passage piétonnier. Hein? Puis si admettons qu'il n'y aura pas de ligne d'arrêt, comme qu'on voit en avant, là, bien, je dois aller m'arrêter de façon latérale à l'intersection, à la rue opposée que je dois croiser. C'est important de faire un bon arrêt à la bonne endroit. Finalement, on arrive dans les distractions. Les distractions, là, il y a plein de causes qui peuvent nous distraire. Hein? On va les regarder ensemble. La distraction, la vitesse, l'alcool et les drogues, incluant certains médicaments, puis la fatigue. La distraction au volant. Si je vous pose la question, là, le matin, les gens sont plus distraits quand ils s'en vont travailler que dans l'après-midi quand ils s'en retournent chez eux. OK? Des études ont montré que les temps de distraction les plus importants sur la route là, se situent entre à peu près midi, aller jusqu'à peu près jusqu'à 18 heures le soir. C'est le temps où est-ce qu'il y a plus de distractions sur le chemin. OK? Dans les distractions, qu'est-ce qu'on peut avoir? Embarqué à bord de l'auto, il y a mille et une choses qui nous distraient. Premièrement, le passager à côté, quand il nous parle. Est-ce que je suis obligé de me revirer la tête pour le regarder? Non. J'ai mon oreille est ici, je garde mes yeux sur la route, puis je l'écoute avec mon oreille. Tout ce que c'est qui est embarqué à bord de l'auto, que ce soit la radio, changer les écrans, le GPS, toutes ces affaires-là, c'est des sources de distraction. Il faut le GPS avant que j'embarque au volant, avant que je parte pour la route, avoir mis ma destination. Pas quand je m'en vais en conduisant, commencer à rentrer une destination dans le GPS et écrire le nom, là, parce que là, mon attention n'est plus en avant, est dans le GPS que je suis après à rentrer. Si j'ai à faire ça, je me colle sur le bord du chemin, je prends des précautions de stationnement, puis je rentre mon GPS, l'information que je vais envoyer pour mon aller. D'autres sources de distraction, le cellulaire au volant. Même si c'est un main libre, là, OK? Si je fais une discussion en conduisant, bien, il y a des discussions qui peuvent être banales quand on parle, c'est des faux téléphones. Mais il y a plein de gens qui
ils se parlent avec leur patron, qui essayent de résoudre des problèmes au téléphone tout en conduisant. Mais si tout le problème que j'ai à régler demande ma concentration, là, mais toute ma concentration s'en va vers le problème, puis je ne suis plus attentif à la route en avant. Puis souvent, ça va arriver en faisant ça. On dit, hey, Colin, je suis déjà rendu là. Certain, tu n'as pas conscient en avant, je t'ai concentré sur tout ce que c'est qui pouvait se passer à côté. Alain? La vitesse, oui. OK, j'aimerais apporter une petite précision au niveau des distractions au volant. Il y a eu des jurisprudences récentes là-dessus, puis je veux le partager avec les participants. Il y a entre autres la cause de la personne qui était au lave-auto. Elle pensait que parce qu'elle était sur le P dans le lave-auto, qu'elle pouvait lire son message et s'occuper à autre chose. Elle a été reconnue coupable. Plus récemment, tout dernièrement même, il y a eu une cause. C'est une personne avec une vapoteuse, mais la vapoteuse avait un petit écran pour pouvoir régler la température. Alors, il a été reconnu coupable de distraction au volant aussi. Donc, c'est super simple. Tout ce qui n'est pas relié à la conduite, c'est non. Alors, dès qu'il y a un écran et c'est pas relié à la conduite, on ne peut pas s'en servir à ce moment-là. Alors, je vais juste apporter ça parce que c'est deux jurisprudences récentes là, qui viennent d'avoir et qui sont. Souvent, on pense qu'on peut faire ça, mais ce n'est pas permis non plus. Bon, ben, merci Daniel. Puis soyez avertis ceux qui ont des vapoteuses avec des petits écrans, puis si on est dans le lave-auto, on touche pas au cellulaire. OK? La vitesse. Je vous ai parlé tantôt de la distance entre des automobiles. Là, j'aimerais vous parler du risque de collision. OK? Le risque de collision augmente, là, puis il peut doubler pour chaque augmentation de 5 km/h. À partir de 60 km/h, le risque double pour chaque augmentation de 5 km. La probabilité de mourir à la suite d'une collision entre deux véhicules est 2 fois plus élevée à 80 km/h qu'à 64 km/h. Rappelez-vous, la vitesse, ça a un impact. Quand je conduis, plus que je vais vite, plus que le film en avant de moi se déroule vite, puis plus que ça me demande action-réaction pour être capable de freiner. Les autres choses aberrantes qu'on trouve aussi souvent, les dangers, c'est l'alcool. Hein? Souvent, les gens je regarde au restaurant le soir, là, des fois, les gens vont boire, ils sont 2 personnes, ils boivent une bouteille de vin à 2, moitié-moitié. Puis après, là, ils prennent l'auto, ils s'en retournent à la maison, là, ils ont eu un bon souper, c'était copieux, good, ils s'en retournent à la maison. Mais je serais curieux de faire souffler dans la ballonne pour voir c'est quoi le taux d'alcool qu'ils ont. Ils se sentent peut-être pas dans la maison, mais ils n'ont pas leur pleine capacité physique pour conduire parce qu'ils sont assombris par l'alcool. Puis aujourd'hui, on peut parler avec la drogue, avec le cannabis. Il y a plusieurs personnes qui vont fumer du cannabis puis ils prennent le volant. C'est illégal de faire ça, c'est dangereux aussi. Puis ceux qui ne prennent pas d'alcool et de drogue, mais ils prennent certains médicaments, que ce soit des médicaments qu'on retrouve en vente libre de ces tablettes, ça peut être, je ne sais pas, des médicaments pour le rhume ou la grippe, c'est marqué dessus, peuvent causer une somnolence. Mais si ça cause une somnolence, il ne faut pas que j'aille prendre le volant après d'avoir pris ça. Puis là, si je fais un cocktail de tout ça, j'ai bu ma moitié de bouteille de vin et fumé un petit joint, puis en même temps, j'ai pris des pilules pour le rhume, puis là, je prends le volant, j'ai un méchant cocktail là, puis je suis bien proche d'avoir des accidents de la route. Puis un des pires de tout ça, aussi pire que l'alcool et la drogue, la fatigue au volant. Ça, là, la fatigue au volant, on ne peut pas combattre ça. Ce n'est pas en baissant la vitre, en augmentant le son de la radio que je vais me sortir de ça. La meilleure façon pour sortir la fatigue au volant, c'est de demander à quelqu'un à côté de moi de prendre le volant à ma place si j'ai quelqu'un à côté de moi, puis, ou bien non, si je n'ai pas personne, puis d'arrêter sur le bord du chemin, me prendre une place sécuritaire pour me stationner, puis là, faire une petite sieste de 5-10 minutes, des fois, ça va me remettre d'aplomb. Quand on prend la route après ça, puis on est correct. Pas essayer de combattre ça, c'est naturel, la fatigue. C'est comme se battre contre un moulin avant. Les questions qu'on doit se poser, à partir de quel âge qu'une personne aînée doit subir des examens pour garder son permis de conduire? On sait tous là, que du moment que tu as ton permis de conduire, à aller jusqu'à un certain âge, il n'y a jamais personne qui va te demander une évaluation médicale. À part que si on conduit un véhicule lourd, là, si on conduit un véhicule lourd, il faut passer des examens médicaux. Mais pour les personnes âgées, à quel âge qu'on passe un permis médical? Le premier médical qu'on va avoir, là,
il se trouve à être à 75 ans. À 75 ans, on va recevoir une lettre de la SAC qui nous demande d'aller passer une évaluation médicale pour voir notre vision, notre cœur, notre réflexe, s'ils sont bons. Après ça, à 80 ans. À partir de 80 ans, après ça, c'est à tous les 2 ans qu'on va recevoir de la SAC pour passer un examen médical. Je trouve ça, il y en a qui trouvent ça difficile, ils sont nerveux quand ils vont faire ça. Moi, j'ai un permis de conduire chauffeur d'autobus. J'ai 70 ans. À tous les ans, il faut que je passe mon évaluation médicale pour garder mon permis de conduire. Je trouve ça super important. Si vous embarqueriez-vous en autobus avec un chauffeur d'autobus qui est malade? Non. Vous voulez embarquer en autobus avec un chauffeur qui est en bonne santé? C'est ça que la loi demande. Et c'est la même chose pour vous. Là. Si vous n'êtes pas en bonne santé, puis vous embarquez des gens, vous les mettez en danger, ces gens-là, puis vous mettez peut-être aussi les autres usagers de la route en danger. Alain? Puis à partir... Oui, vas-y, hein? Moi, juste un petit conseil. Si jamais vous êtes conscient que quelqu'un va avoir un examen qui va lui être demandé là, sous peu, là, parce qu'il est arrivé quelque chose, peu importe là, la nature de la demande ou de l'observation qu'il y a eu, pas oublier qu'il est possible d'aller faire ce qu'on appelle un cours de recyclage dans une école de conduite. Moi, où j'étais, j'en faisais assez régulièrement. Donc, des personnes qui se sentaient un petit peu nerveuses, des choses comme ça, ou qui ont leur permis de conduire, mais ça fait un petit bout de temps qu'ils n'ont pas conduit, puis là, le conjoint est un peu moins fait en santé, tout ça. À ce moment-là, on appelle dans une école de conduite, on demande un recyclage, qu'on appelle. Fait qu'ils vont nous faire un petit 2 heures sur la route, ils vont nous regarder conduire pendant une demi-heure. Après ça, ils vont nous donner des conseils, puis nous donner un petit bilan à la fin de la dernière demi-heure. Ce qui fait qu'à ce moment-là, ça nous rassure, ça nous aide à se remémorer des choses qu'on a laissées glisser avec le temps, là, nos arrêts complets, les angles morts et tout ça. Et puis, si jamais on est sollicité pour aller passer un examen avec un ergothérapeute à ce moment-là, bien, ça nous a rassuré de prendre confiance dans ces 2 heures-là où il n'y a pas d'enjeu, on n'est pas évalué par quelqu'un qui pourrait nous emmener des causes à notre permis. C'est un prof d'école de conduite, tout simplement. Et ça, là, ça rassure beaucoup. Fait que, pas oublier que y aller de façon préventive juste pour avoir une meilleure certitude, ou en tout cas être plus à l'aise lors d'examens, ça fait souvent une différence. À toi. Merci, Dan. À quel âge on devrait retirer le permis de conduire d'une personne âgée? C'est une bonne question. On y enlève-tu à 90 ans? On y enlève-tu à 100 ans? Là, on y enlève? Regardez bien ça. La réponse est simple. OK? La bonne conduite n'a pas d'âge. Peu importe l'âge qu'on a, si on est en santé, on va garder notre permis de conduire. Les dernières statistiques qu'on avait, je ne vous les ai pas montrées, là, mais on avait, je pense que c'était 2 personnes en haut de 100 ans qui avaient encore un permis de conduire au Québec. Il y en avait un 101 puis l'autre 103. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec la COVID parce qu'on n'a pas la SAC, on n'a pas les dernières statistiques. Là, mais les dernières qu'on avait, là, il y avait 2 personnes en haut de 100 ans qui avaient encore leur permis de conduire au Québec. Je trouve ça super beau. Puis, comme je vous ai dit, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de santé. L'important, ça, c'est la mobilité en toute sécurité. Être capable de me déplacer d'un point A à un point B d'une façon sécuritaire. Pas mettre ma vie en danger et surtout pas celle des autres non plus. Okay? Qu'est-ce qu'elle dit la loi à propos de ça si on découvre une personne qui ne va pas bien? Elle nous dit que toute personne dont les capacités fonctionnelles sont diminuées en raison d'une maladie, d'un accident ou de l'âge doit subir une évaluation afin d'en mesurer les effets sur la conduite d'un véhicule automobile. Rappelez-vous, au début, là, je vous ai parlé tantôt, je vous ai dit, disons que j'ai bien mal au genoux, OK? Puis la misère à marcher avec ça. Puis là, quand je m'assois dans l'auto, là, quand je conduis, j'ai bien de la difficulté à relâcher l'accélérateur pour aller au freinage. Ça me prend bien du temps, j'ai besoin d'anticipation. Mais peut-être que j'aurais besoin, si j'embarque avec une personne qui voit ça, puis que moi, j'en suis pas conscient, moi, je dis non, tout est correct, ça va super bien, mais c'est important de sensibiliser cette personne-là pour qu'elle puisse subir une évaluation pour voir si elle est capable, si elle a toutes les habiletés pour conduire. L'objectif, là, il n'y a pas personne qui veut enlever le permis de conduire à quelqu'un. L'objectif, c'est qu'on veut avoir sur la route des gens qui sont sécuritaires. Ça, là, vous connaissez ça, ce document-là. À chaque renouvellement de permis de conduire, vous recevez ça. Vous allez en arrière et vous remplissez ça. La SAC a dit qu'à peu près
90 personnes qui ne répondent pas comme il faut à toutes ces questions-là. On dirait qu'il y a bien des menteurs au Québec, là, mais ce n'est pas la question. C'est que les gens, quand ils remplissent ça, ils ne veulent pas perdre leur permis de conduire, parce que tout est correct. OK? Mais la SAC, elle sait que ce n'est pas le meilleur outil pour évaluer la santé des personnes. Qu'est-ce qu'elle fait à la place? C'est qu'elle va mettre votre dossier sur surveillance rendu, disons, à 80. Puis, chaque fois que vous allez avoir une contravention ou des accidents, mais ça lève des fly rouges dans le dossier. Puis, si à un moment donné, il y a un pattern qui s'établit, mais là, ils vont vous envoyer une lettre pour aller subir une évaluation de conduite. Si une personne décide, tantôt, là, admettons, là, je reviens avec mon histoire de mal de genou, là, puis j'ai de la misère à conduire, par moi-même. Là, je dis, là, je ne suis plus capable de conduire, je ne serai plus jamais capable de conduire. J'annule mon permis de conduire, je ne le renouvelle pas. OK? Mais 2 ans après, je subis une opération, j'ai un genou neuf, puis là, me voilà comme un jeune homme de 20 ans à faire des marathons. Mais je peux retrouver mon permis de conduire. La loi dit qu'on a jusqu'à 3 ans après qu'on n'a pas renouvelé notre permis de conduire pour aller le rechercher sans avoir à passer tous les tests d'évaluation. Rappelez-vous de ça, si je décide de ne pas le renouveler, par la suite, j'ai jusqu'à 3 ans pour le renouveler. Peu importe son âge, il est important d'être attentif aux difficultés qui se manifestent dans l'exécution de certaines tâches de la conduite avec lesquelles, avant, j'avais une certitude de bien maîtriser ces habiletés-là. Est-ce que j'éprouve des problèmes de difficulté avec ma vision? En vieillissant, là, on a des problèmes de vision. Ça fait partie de la nature humaine. Ce n'est pas spécifique à une personne. On a ça en vieillissant. Ça vient avec. Face au soleil, quand je m'en vais, là, je suis ébloui par le soleil. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter ça? OK? La meilleure façon, c'est d'avoir des bons verres fumés. Pas des choses que je vais acheter au marché aux puces à 2-3 piastres, une paire de lunettes de soleil, puis que j'embarque ça par-dessus mes lunettes. Ça me prend une bonne paire de verres fumés. Qui va faire ça? L'oculiste. Il va me donner une prescription pour que j'aie des lunettes de soleil qui sont faites à ma vue, puis qui sont avec des bonnes qualités de verre. OK? L'autre choix que j'ai, je peux prendre la route plus tôt. Là, on sait, là, présentement, là, autour de entre 18 h et 19 h, là, le soleil se couche à cette ici. Mais il est à l'horizon. Quand je m'en vais, si je m'en vais vers l'ouest, j'ai le soleil en plein dans les yeux, puis je ne vois pas bien. Si je sais que j'ai une difficulté, je suis ébloui par le soleil, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est de partir plus tôt. OK? Pour être capable d'être rendu à ma destination avant que le soleil soit plus bas ou attendre que le soleil soit couché, puis de m'en aller ou d'emprunter un autre trajet là, qui ne prend pas franc-ouest, mais qui peut dévier puis qui peut m'emmener à la place où est-ce que je vais aller. Dans la pénombre puis dans la noirceur, comment ça va? OK? Pour les phares. On regarde ça. Je suis ébloui par les autos qui s'en viennent en avant de moi, mais quand je suis ébloui par les autos qui s'en viennent en avant de moi, la meilleure façon, c'est de changer mon regard, de regarder la ligne blanche latérale là, à ma droite. C'est d'envoyer mon regard pour là pour la regarder. Puis le soir, quand je conduis, je vois mes phares en avant qui éclairent. Okay? Mais il faut regarder plus loin que l'éclairage de mes phares. Il faut regarder par-dessus ça, le plus loin possible que je peux regarder pour être capable de prévenir qu'est-ce qui pourrait m'arriver. Puis pour éviter l'éblouissement, je vous l'ai dit, là, on regarde la ligne latérale. La solution aussi, si je réduis ma vitesse, je vais être capable de mieux juger tout ce que c'est qui s'en vient en avant de moi. Puis, une affaire qui peut être intéressante, c'est de baisser la luminosité du tableau de bord. Surtout quand on arrive avec des écrans, l'écran à notre droite, là, les gros écrans, le soir, c'est assez lumineux. Fait que baisser l'intensité de ça pour pas que mes yeux soient attirés vers ça, mais qu'ils soient plus attirés vers ce qui se passe en avant. Qu'en est-il de l'état de nos phares sur notre véhicule? Ça, c'est un méchant problème aussi. On s'aperçoit, là, on a mis une vieille auto, là, mais de plus en plus, là, on regarde sur la route, il y a des autos, est-ce que les lentilles avant, ils sont ternies, OK? Mais si je m'en vais le soir, puis je suis rendu, je ne vois plus rien le soir, mais c'est peut-être pas un problème de mes yeux, c'est peut-être un problème des phares sur l'auto qui aurait besoin d'être nettoyé, regardez, on peut les faire sombler. Il y a des garages, des bons garages, style Canadian Tire, là, ils vont faire ça pour quelques dollars, là, rajeunir vos phares en avant, ils vont les sabler, là, un petit papier, puis ça va revenir. Puis si vous êtes un bon bricoleur, mais ils se vendent des kits là, chez Napa ou Canadian Tire pour que vous puissiez le faire vous-même. OK?
des phares propres, ça prend, des phares bien ajustés. OK? Puis, il faut les faire restaurer si nécessaire, c'est ça que je vous parle. N'oubliez pas que nos yeux, là, c'est une notion bien importante pour la conduite, c'est 85 de l'information qu'on va chercher, on va la chercher avec notre vision. Pour conduire d'une façon sécuritaire, il faut, ça, là, je vous invite, si vous avez un crayon et un papier, si vous retenez ces 5 points-là importants ce soir, là, vous avez passé une bonne soirée, là, vous avez fait une mise à jour. Le premier point qu'il y a, voir loin devant. Qu'est-ce que ça veut dire, voir loin? Là? Ça veut dire enlever mon regard. Il ne faut pas que je regarde en avant de l'auto. Je regarde pour être capable de voir le plus loin possible. Si je suis en ville, c'est 4-5 intersections en avant de moi. Pourquoi ça? Parce que si, au bout de ma vision, je m'aperçois que le feu de circulation vient de changer au rouge, bien, la troisième intersection, le feu de circulation tombe au jaune, ça veut dire que moi, le prochain feu, il s'en vient, c'est moi qui vais l'avoir. Fait que déjà là, je peux lever mon pied sur l'accélérateur, couvrir mon frein, me préparer à arrêter. En voyant loin, je vais être capable de mieux analyser tout ce que c'est qui peut se passer à côté de moi. Rappelez-vous, quand on est à la conduite d'un automobile, là, il ne faut pas être en réaction, il faut être en prévention. Ça veut dire que si je réagis brusquement pour freiner, si je fais quelque chose, j'ai manqué d'attention, je ne l'ai pas vu. Tandis que si j'ai de l'anticipation, je vais lâcher l'accélération, je vais réduire ma vitesse, je vais couvrir mon frein. Le deuxième point, balayer son regard. Ça veut dire que quand je conduis, mon cerveau, là, il est stimulé par tout ce que c'est qu'il voit. Fait que si je balaye mon regard de gauche à droite, je regarde mes cadrans, je regarde chaque côté, je vais être en mesure, en regardant mon rétroviseur central aussi, de savoir tout ce que c'est qui se passe en entour de mon auto. Hein? C'est comme, tantôt, là, avant qu'on commence, on avait parlé avec Félix, puis il disait, quand il a commencé à conduire, son père, il avait dit, imagine-toi, tu es embarqué dans l'auto, puis c'est tous les autres automobilistes, ils sont là pour te rentrer dedans, pour essayer de te tuer. C'est exagéré un peu, là, mais c'est ça. Fait que si je balaye, je vais être capable de les voir venir, puis je vais être capable surtout de les éviter. Je traverse une intersection, mon feu est au vert en avant. Le feu vert, ce n'est pas un absolu, ça. Ça ne veut pas dire, go, tu peux y aller, il n'y a pas de danger. Non, ça veut dire, j'ai un droit de passage. Mais ça ne veut pas dire que l'automobiliste qui est dans l'autre voie, je reviens avec ébloui par le soleil. Il est peut-être ébloui par le soleil, puis il n'a pas vu le feu de circulation qui était au rouge. C'est-à-dire que si je balaye mon regard, puis je m'aperçois que lui, il n'est pas en processus d'arrêt, mais tout de suite, je peux enlever mon pied sur l'accélérateur, puis couvrir mon frein. S'il passe en avant de moi, je vais être capable de freiner sans le frapper. OK? Éviter de fixer. Ça, là, quand on est en ville, c'est assez dur de fixer parce qu'on est stimulé par tout ce que c'est qui se passe en entour de nous autres. Moi, je pars de Montréal, là, je reste dans l'ouest de Montréal. Je prends la 40 sur le métropolitain, là, je vous dis que je suis stimulé là parce que tout grouille en entour de moi. Mais quand que je passe Vaudreuil et que je prends la direction vers Saint-Lazare, la 40 à tombe noir, c'est tranquille, il n'y a pas beaucoup d'automobiles. Fait que là, je suis moins stimulé par tout ce que c'est qui se passe en entour de moi. De cette façon-là, on dirait que mon cerveau, il est comme un ordinateur, il tombe au neutre. Puis là, mes préoccupations de la journée me reviennent en tête. Qu'est-ce que je vais manger pour souper? Canadiens, qui vont mettre pour garder les buts à soir? Là? Mais toutes ces préoccupations, ça vient là. Pendant que je suis au neutre, là, bien, pendant ce temps-là, je continue à rouler en avant. Je vois sans voir. Puis souvent, on va se réveiller, ça nous est tout arrivé, ça. Puis à un moment donné, on dit, hey, comment ça fait que je suis passé cette intersection-là où c'était quoi la sortie que je viens de passer, là, je ne l'ai pas vue. Pourquoi? Parce que je fixais. Le meilleur moyen pour éviter de fixer, c'est de balayer son regard. Si je balaye mon regard, je ne fixerai pas, puis je ne tomberai pas en mode veille dans mon cerveau. Prévoir une porte de sortie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, je vous ai parlé tantôt, mais garder une distance avec les autos qui sont en avant d'un minimum de 3 secondes. Pour que si ça freine en avant de moi, que j'aie en masse de distance pour freiner. Si je roule sur l'autoroute et il y a beaucoup de circulation, essayez de ne pas avoir personne dans mes angles morts, à droite ou à gauche. Parce que si ça freine d'urgence en avant, puis je suis pris pour donner un coup de volant, soit à gauche, soit à droite, mais je vais avoir ces autos-là là, que je ne vois pas dans mes rétroviseurs parce qu'ils sont dans mon angle mort que je vais risquer de frapper. Fait que se prévoir, si je roule et il y a des autos là, accélérer un petit peu pour l'enlever de mon angle mort ou ralentir pour qu'il passe de là. Puis si c'est moi qui roule dans l'angle mort de quelqu'un, puis je m'aperçois que je suis dans son angle mort, mais soit j'accélère ou je ralentis pour le laisser aller. S'assurer d'être vu par les autres usagers de la route. C'est quoi s'assurer d'être vu? La première chose qu'on pourrait dire, c'est allumer ses phares en tout temps.
Ben oui, ben moi, j'ai un bouton sur mon auto là, qui marque, je place ça en automatique, puis ça allume aussitôt qu'il commence à faire son. Ah oui, OK. Ça veut dire que j'ai juste mes phares en avant qui sont allumés. En arrière, je n'ai pas d'éclairage. Je m'en vais à Montréal le matin. Je prends direction est pour rentrer au centre-ville. Le soleil se lève. On est ébloui par le soleil le matin, surtout si mec qui arrive là, en conduite hivernale avec les routes qui sont sales, nos pare-brises pas bien nettoyées. J'ai de la difficulté à voir les autos en avant de moi parce que je suis ébloui. Les autos que je vois bien, c'est ceux qui ont allumé leur phare, qui l'ont mis à allumer parce que ça allait allumer leur lumière en arrière. Les feux de positionnement sont allumés, c'est-à-dire qu'ils sont en surbrillance, puis je les vois bien. Allumez vos phares en tout temps. Puis soyez pas inquiète, hein, quand vous allez éteindre l'auto. Souvent, moi, j'ai un modèle 2019, quand j'éteins mon auto, je laisse le bouton à phare allumé, puis il se ferme tout seul après 30 secondes. Il y a, à propos de ça, là, les nouvelles autos en 2021, là, il y a une nouvelle loi, les nouvelles de 2022 vont avoir l'obligation que, mais qu'on démarre l'auto, les feux de positionnement en arrière vont s'allumer parce que c'est plus sécuritaire. Dans s'assurer d'être vu aussi, le klaxon, là, ce n'est pas un outil juste pour attirer l'attention des gens qui sont là. Souvent, nous autres, on va s'en servir là, pour montrer notre frustration. On n'est pas content, là, on met un gros criard, là, puis on crie fort, puis souvent, on va lever la main en l'air avec un petit majeur en haut là, pour dire notre façon de penser. Hein? Mais le klaxon, c'est un moyen préventif. Si quelqu'un ne m'a pas vu, je n'ai pas eu de contact visuel avec cette personne-là, un petit coup de klaxon, là, quand on entend un petit coup de klaxon, qu'est-ce que ça fait? On cherche où est-ce que ça vient, puis là, on a un contact visuel avec cette personne-là. Que ce soit un vélo ou une moto, n'importe quoi, avoir un contact visuel avec. S'assurer d'être vu aussi, mettre ses clignotants. C'est important, ces clignotants. Moi, si je m'en viens, là, puis j'ai à faire un virage à droite, je le sais, je revire à droite. Je me dis, j'ai pas besoin de mettre mon clignotant. Je ne mets pas mon clignotant pour moi. Je mets mon clignotant pour informer les autres usagers de la route. Fait que ces 5 points-là qu'on vient de parler, voir loin, balayer, éviter, prévoir et s'assurer d'être vu, c'est quelque chose, là, mettez ça en pratique. Là. Ça s'appelle, dans le fond, le système Smith. Si vous mettez ça en pratique, vous allez voir, vous allez devenir un bien meilleur conducteur. Ou ceux qui sont super bons sur la conduite, là, souvent, c'est parce que, regardez, là, vous êtes là-dedans dans un de ces 5 points-là. Okay? Alain? Oui. Alain? Vas-y, Je suis allé faire une petite recherche sur YouTube et ouais. les 5 conseils que tu viens de donner, là, si on cherche dans YouTube 5 règles de la conduite préventive, on va tomber le premier lien, ça va être ce vidéo-là que Bell Canada avait fait là, dans les années 90 et c'est un super beau petit vidéo qui permet de se rafraîchir et d'avoir, avec du visuel à ce moment-là, tous les trucs que tu viens de donner. Merci, Daniel. On ne vous l'a pas présenté, cette petite vidéo-là, parce qu'il dure 4-5 minutes, là, puis on veut toucher le plus de sujets possible. Et merci, Dan, d'avoir apporté ça. Vous allez le trouver sur YouTube. Ouais. Ouais. Puis s'il y a quelque chose à la fin, vous reviendrez, là, puis Daniel vous donnera réellement le bon lien. Bon. Les manœuvres et les tâches de conduite pouvant devenir plus difficiles à effectuer avec la diminution des capacités fonctionnelles. Ça, c'est important aussi. Certaines manœuvres sont des dépassements, la vérification des angles morts, se tourner pour regarder mon angle mort, les virages à gauche, puis la marche arrière, hein, ça c'est difficile, puis les fameux carrefours gératoires. Je ne sais pas comment ça va pour vous autres, là. Je ne sais pas s'il y en a dans votre région, mais il y a des régions où est-ce que, allez à Gatineau, là, vous allez voir, il y a une rue, là, il y a 4 ou 5 carrefours gératoires, un après l'autre. Je vous dis que c'est quelque chose, ceux-là. Je vais vous montrer, je vais vous donner des petits indices pour savoir comment fonctionner un carrefour gératoire. Le corridor de sécurité, quand des véhicules d'urgence sont arrêtés sur le bord de la route, puis l'entrée sur une autoroute. Quand on rentre sur l'autoroute, celle-là, je n'ai pas de point, mais je vais vous en parler tout de suite. Quand je rentre sur une autoroute, ce n'est pas aux automobilistes qui sont sur l'autoroute à céder le passage. C'est à moi qui rentre sur l'autoroute que je dois céder le passage aux autos qui sont là. Mais pour ce faire, il faut que j'aie prévu d'avance. Ça veut dire que quand je rentre dans ma zone d'accélération sur l'autoroute, déjà, j'ai les yeux dans mon miroir de gauche, puis je regarde pour voir, j'essaie de trouver un trou où est-ce que je vais pouvoir rentrer entre deux automobiles. Puis quand que je l'ai trouvé, là, je commence à accélérer. Puis je mets mon clignotant. Puis
quand je rentre sur l'autoroute, je ne rentre pas sur l'autoroute à 40, 50 km/h. J'essaye, il y a une zone, là, on appelle ça la zone d'accélération. J'essaye de rentrer à la vitesse que les automobilistes vont pour pas que je devienne une nuisance. On va sur les autoroutes, de plus en plus, on voit des autos qui s'en viennent sur l'autoroute, mais qui se tassent dans la voie de gauche pour laisser les gens qui rentrent là. C'est pas ça. Il faut que les gens cèdent le passage avant de rentrer sur l'autoroute. OK? On regarde ces manœuvres-là. Pourquoi qu'on va vous montrer ça? C'est pour être capable de garder son autonomie le plus longtemps possible. Puis rappelez-vous, excusez, c'est important d'avoir du plaisir à la conduite. Mes parents, moi, on allait faire un tour de machine le dimanche parce que mon père aimait conduire. Il faut garder ça, ce plaisir de conduire. Il ne faut pas que ça devienne quelque chose de stressant. On regarde la première affaire qu'il y a, changer de voie dans une circulation dense. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première question qu'on peut se demander, c'est si j'éprouve des difficultés avec cette manœuvre qui m'indispose, mais je choisis de conduire lorsque la circulation est moins dense. Je ne suis pas obligé de prendre un rendez-vous au CLSC ou chez le docteur le matin à 7 heures à l'heure de pointe pour y aller. Je peux prendre un rendez-vous un petit peu plus tard, 10 heures, 11 heures, où est-ce qu'il y a moins de circulation pour y aller. Fait que je vais être moins stressé, puis mes techniques de conduite vont être plus adaptées qu'en situation d'heure de pointe. Emprunter un autre trajet, si j'ai le choix entre un boulevard urbain ou des rues transversales. Les rues transversales, c'est peut-être un peu plus long, mais c'est plus sécuritaire pour moi pour que je puisse garder le plus longtemps mon autonomie que de m'en aller sur un boulevard urbain puis être stressé puis pas bien nager puis risquer d'avoir un accident. Je suis mieux de prendre l'autre rue à côté. OK? Dépasser un véhicule de façon sécuritaire, il faut, sujet à dépasser. La première question que je dois me poser, c'est c'est-tu nécessaire que je le dépasse, cet auto-là? Là? Puis si c'est nécessaire que je le dépasse, si oui, mais assurez-vous de le faire en toute légalité. Ça veut dire, est-ce que je respecte les limites de vitesse? Est-ce que la signalisation sur la chaussée me le permet de m'en aller? OK? Évitez de talonner. Ce n'est pas en poussant l'auto en avant de moi qui va aller plus vite, puis là, OK? Puis que je vais être capable de le dépasser plus vite. Gardez-vous une distance sécuritaire, toujours pour ne pas être en réaction, être en prévention. S'assurer d'être vu, ça veut dire mettre son clignotant avant de faire un changement de voie. Anticiper la manœuvre, ça veut dire regarder pour voir s'il s'en a pas des autos, si la voie est libre. Puis là, je peux faire preuve de vigilance, puis go, j'y vais. Mais la première question à me poser, c'est c'est-tu nécessaire que je le dépasse? Okay? Quand et comment je dois vérifier mes angles morts? Ça, en vieillissant, les angles morts, on a de la difficulté avec ça. Okay? Je vais vous montrer comment les réduire. On a une façon CA d'enseignement, on appelle ça la vision 360. Je ne vous parle pas plus longtemps, là, je vous montre deux petites vidéos, puis portez une attention là-dessus. Là. Philippe, il va vous montrer, lui, comment on place ses miroirs pour éliminer le plus possible des angles morts. Avant même d'ajuster vos miroirs selon la méthode Vision 360, il est important que vous ayez une bonne position de conduite. Vous êtes bien installé? Il est temps de régler vos miroirs selon la méthode Vision 360. Tout d'abord, ajustez le rétroviseur intérieur. Il doit permettre de voir la plus grande partie visible de la lunette arrière. Ensuite, occupez-vous du miroir latéral gauche. Bien assis dans le siège du conducteur, appuyez votre tête sur la vitre de la portière. Puis, déplacez le miroir pour ne voir qu'une petite partie de l'aile arrière gauche de votre voiture. Notez que l'ajustement des rétroviseurs pourrait être un peu plus difficile pour les personnes plus grandes. Elles devront peut-être forcer les miroirs latéraux vers l'extérieur en les poussant avec le doigt. Passez maintenant au miroir latéral droit. Penchez votre tête au milieu du véhicule, entre les deux sièges avant. Puis, réglez le miroir pour voir seulement une petite partie de l'aile arrière. Voilà, vos miroirs sont ajustés pour la Vision 360. Vous êtes maintenant prêt à prendre la route en toute sécurité et à découvrir les avantages de la Vision 360. Bon, maintenant qu'on a vu comment ajuster ces miroirs, on va voir qu'est-ce que ça donne sur la route. Ça. Avec la Vision 360, on ouvre davantage vers l'extérieur les miroirs latéraux du véhicule. De cette façon, le conducteur obtient une vision plus large autour de son automobile, ce qui réduit les angles morts. Voyez par vous-même. Avec la méthode traditionnelle d'ajustement des miroirs, les angles morts sont très prononcés. Sur ce schéma, les zones B et D sont des angles morts.
Pour y voir une voiture, un cycliste ou un piéton qui s'y trouverait, l'automobiliste doit considérablement tourner la tête. Il relâche du même coup son attention sur ce qui se passe devant lui. Avec la vision 360, les angles morts sont considérablement réduits. Sur ce schéma, ils se trouvent dans les zones A et B qui sont très petites et plus à la hauteur du conducteur. Tourner la tête pour vérifier les angles morts n'est donc plus aussi nécessaire. Un simple balayage latéral des yeux suffit bien souvent à vérifier qu'aucun véhicule ne s'y trouve. Faites vous aussi la chasse aux angles morts et adoptez la vision 360. Bon. Si vous voulez avoir des petits trucs là, pour revoir cette vidéo-là, allez sur le portail de la CAA, là, puis vous allez voir chercher Vision 360, là, puis vous allez revoir ces vidéos-là pour vous aider à la positionner. La petite restriction que je dois vous faire qui ne parle pas dans cette vidéo-là, c'est que si vous avez une remorque en arrière de vous, en arrière de votre auto, puis qu'elle vous cache la vision du miroir central, là, mais là, ce n'est pas recommandé de mettre les miroirs en 360 parce que dans la vision 360, on a absolument besoin de notre miroir central. Okay? Comment effectuer un virage à gauche à une intersection achalandée contrôlée par un feu de circulation? Ça, ce n'est pas quelque chose de facile. Si on regarde, là, c'est la majorité des accidents impliquant un conducteur âgé se produisent là sur les virages à gauche par des feux de circulation non prioritaires. Ça veut dire que je n'ai pas de flash, je n'ai pas de lumière qui clignote pour faire mon virage à gauche. Fait que la première question que je dois me dire, je conduis le véhicule A. OK? Si je veux faire mon virage là à gauche, là, moi j'ai de la difficulté à juger la vitesse des autos qui s'en viennent en avant de moi. J'ai toujours peur qu'ils s'en viennent-tu vite et j'ai-tu le temps d'y aller? Ça m'inquiète beaucoup. Fait que un truc pour ne pas me stresser avec ça, c'est pourquoi pas continuer tout droit, tourner à la prochaine rue à ma droite, revenir la première rue après ça à droite, revenir sur mon artère B là, par la droite, puis après traverser mon intersection sans problème. Je me suis éliminé du stress. Ça m'a peut-être pris 1 minute, 2 minutes de plus pour faire le carré, pour revenir sur mes pas, mais comment de stress que je me suis éliminé. Okay? Comment effectuer une marche arrière d'une façon sécuritaire? Félix m'a parlé au début, là, il y a quelqu'un parmi vous autres là, qui a dit qu'il y a de la difficulté à faire une marche arrière. C'est pas facile de faire une marche arrière là, quand on commence à avoir des problèmes physiques là, et être capable de se retourner. Essayez le plus possible d'éviter la marche arrière. Je pense que ça, c'est la solution. Là. Si on n'a pas à le faire, choisir une autre alternative. Ou, qu'est-ce que je peux vous suggérer si vous allez au centre commercial? Mais quand on arrive, c'est sûr que si je veux me stationner, on aura la porte du Walmart ou du centre commercial, il y a toujours plein d'automobilistes qui sont stationnés là. Mais si je m'éloigne un petit peu dans le fond du stationnement, je vais sûrement trouver une place où est-ce que je suis capable, dans ma voie, de rentrer dans ce stationnement-là, puis que l'autre position en avant est libre. Je vais traverser cette position-là, puis je vais aller me stationner. On appelle ça nose in dans le stationnement, nose out. Ça veut dire, mais que je reparte, je vais être prêt à partir, puis en regardant à gauche, à droite, sans avoir fait de marche arrière. Si j'ai à me stationner au centre commercial, idéalement, s'il n'y a pas de place, comme je vous ai montré, nose in, nose out, mais je vais arriver dans l'allée centrale, puis je vais reculer dans ma place de stationnement. C'est plus facile de faire ça que de sortir de ma place de stationnement après. Pourquoi? Parce que quand je vais vouloir sortir, s'il y a des gros véhicules chaque côté de moi, je vais reculer à tâtons parce que, justement, ma vision est bouchée. Fait que si je le fais dans l'allée centrale, je regarde mon rétroviseur, il n'y a personne en avant, personne en arrière, là, je peux commencer à cramper, puis je rentre dans ma place de stationnement. Comme ça, c'est plus facile. D'utiliser la caméra de recul. La caméra de recul, c'est un bon outil, mais il ne faut pas juste limiter à se regarder ça parce qu'elle, la caméra de recul, elle couvre la largeur de l'auto en arrière. Puis c'est très bon pour les angles morts qui se situent entre le pare-choc et la chaussée parce qu'elle nous permet de voir ça. Mais il ne faut pas reculer en regardant juste ça. C'est un outil. Okay? Monsieur Baudry? Oui, vas-y. Là, dans le fond, là, il est presque 8 heures. Je ne sais pas si on était temps avancé dans la présentation, là, mais il n'y a pas beaucoup de questions. Fait que
Je vais vous laisser continuer jusqu'à l'écart. Mais OK, good. juste vous rappeler que dans le fond, on Ouais. approche un petit peu. Ouais, merci, gars. Je l'ai mis dans mon chronomètre. Là. Moi, j'avais Parfait. 5 ans. Je l'ai parti quand j'ai commencé à parler. C'est parfait. On y va. On va vous parler des carrefours gératoires. Je sais pas, je parlerai pas longtemps là, parce que j'ai une petite vidéo qui en parle et il va vous l'expliquer bien mieux que moi. Je vous présente ça. Circulez dans un carrefour giratoire en toute sécurité. À l'approche d'un carrefour giratoire, ralentissez. Observez la vitesse recommandée. Observez la signalisation. Un panneau vous indique les sorties possibles. Observez la présence de piétons ou de cyclistes. Les piétons et cyclistes ont priorité. Les véhicules qui sont déjà dans le carrefour ont priorité. Ralentissez encore. Attendez une ouverture dans la circulation. Engagez-vous dans la circulation par la droite. Choisissez la bonne sortie. Signalez votre intention de sortir. Ralentissez encore. Sortez du carrefour et cédez le passage aux piétons si nécessaire. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette vidéo-là? C'est que les gens qui circulent à l'intérieur du carrefour giratoire ont une priorité. Moi, qui viens pour rentrer dans le carrefour giratoire, je dois céder le passage. Okay? Les bienfaits du carrefour giratoire, c'est une circulation à plus basse vitesse, puis il y a la priorité aux usagers qui sont dedans. Corridor de sécurité, qu'est-ce que c'est ça? Il y a des véhicules d'urgence sur la chaussée. Tous les véhicules, là, les dépanneurs, les dépanneuses, là, les remorques, les camions du ministère des Transports, les ambulances, les pompiers, les policiers, on doit leur laisser un corridor de sécurité. Je vous présente une petite vidéo là-dessus. Chaque jour, des milliers de personnes vous protègent sur les routes du Québec. Pour les protéger à leur tour, voici 4 manœuvres possibles. Manœuvre 1. Lorsqu'un véhicule est immobilisé sur l'accotement, gyrophare ou feu clignotant actionné, vous devez respecter un corridor de sécurité en ralentissant, puis en vous éloignant de ce véhicule. Manœuvre 2. Lorsqu'un véhicule est immobilisé sur l'accotement, gyrophare ou feu clignotant actionné, vous devez respecter un corridor de sécurité en ralentissant, puis en changeant de voie après vous être assuré de pouvoir le faire en toute sécurité. Manœuvre 3. Lorsqu'un véhicule est immobilisé sur la voie, gyrophare ou feu clignotant actionné, vous devez respecter un corridor de sécurité en ralentissant et en vous immobilisant au besoin pour céder la priorité aux véhicules circulant en sens inverse, puis en changeant de voie. Manœuvre 4. Lorsqu'un véhicule est immobilisé sur la voie sur laquelle vous circulez, gyrophare ou feu clignotant actionné, vous devez respecter un corridor de sécurité en ralentissant et, au besoin, en vous immobilisant, puis en changeant de voie après vous être assuré de pouvoir le faire en toute sécurité. À défaut de respecter le corridor de sécurité, vous risquez une amende de 200 à 300 $ et 4 points d'inaptitude. C'est la loi. Protégez ceux qui vous protègent. Respectez le corridor de sécurité. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? C'est surtout ralentir, c'est ce qui est le plus important. On s'en vient là dans les conditions défavorables, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, on va regarder ça. Quelles sont les conditions défavorables liées à ces 3 saisons? Premièrement, le printemps, souvent les chaussées, il y a eu beaucoup de sable, les chaussées sableuses, ça c'est plus glissant aussi. La pluie, puis là on va avoir les feuilles qui vont tomber, hein. Les feuilles sur la chaussée avec la pluie, là, c'est comme si ça se fait une glace noire. Le vent aussi, être prudent pour le vent parce que le vent, on peut avoir des bourrasques. La grêle l'été, la perte de contrôle, les mauvaises visibilités, puis les déviations inattendues, là, les bourrasques de vent. La solution, surtout avoir des pneus bien gonflés, on réduit sa vitesse quand il ne fait pas beau, on demeure attentif et vigilant. La conduite hivernale, peu importe l'âge des conducteurs impliqués dans les accidents, la principale cause est la vitesse. C'est ça qu'on parle depuis le début. Okay? Même si la limite de vitesse est à 90 km/h, puis que je roule 88 km/h, quelque chose comme ça, si la chaussée est dans glace noire, on devrait réduire notre vitesse. Fait que si on pourrait rencontrer un policier, puis on pourrait avoir une contravention parce que je n'ai pas adopté ma conduite en fonction de la chaussée qui était. Rassurez-vous que malgré ces statistiques,
puisse vous laisser un goût amer, tu sais, que de plus en plus d'accidents possibles, il faut profiter de la joie de la conduite hivernale. Comment y arriver? Bien, avec des conditions gagnantes, puis avoir un maximum de la situation, limiter au maximum la situation hasardeuse ou à risque qui peut arriver. Une préparation du véhicule, avoir des bons pneus d'hiver, hein, c'est pas parce que le pneu est marqué avec un petit flocon de neige que c'est un bon pneu d'hiver. Un bon pneu d'hiver, il doit avoir au moins plus que 6,32 et plus. OK? Ils sont obligatoires du 1er décembre au 15 de mars. Puis si, avant de faire poser mes pneus d'hiver, faites vérifier l'épaisseur de la semelle par le garagiste. S'ils sont à 5,32 et moins, vous ne passerez pas l'hiver avec. Là. Vous n'aurez pas une bonne adhésion sur la chaussée. Un pneu là, qui est non conforme pour un auto, on parle de 2,32. Fait qu'à 5,32, vous êtes proche. Les indicateurs d'usure touchent facilement la chaussée. Un petit truc pour le voir, le truc du 25 sous, c'est un pneu neuf, je mets le 25 sous dedans, les cornes. Hein, la corne est quasiment toute effacée. Quand mon pneu est usé, regardez si on la voit bien, la corne. Ça peut nous donner une idée si je n'ai pas de gauge pour les pneus. Okay? Façon d'adopter sa conduite, les études démontrent que 80% des accidents sont arrivés par un facteur humain. Hein, c'est la faute des humains. C'est important d'adopter des attitudes, des comportements qui sont sécuritaires et qui sont responsables. En cas de doute, abstenez-vous. S'il fait mauvais, je ne suis pas obligé de sortir, je ne suis pas obligé d'aller faire ma commande, mon épicerie, ma pharmacie quand il fait mauvais. Je peux attendre qu'il fasse plus beau pour prendre la route et y aller. Si j'ai un régulateur de vitesse, qu'est-ce qu'on appelle le cruise control, très, très utile quand il fait beau, mais fortement non recommandé quand il faut l'utiliser si la chaussée est mouillée ou si elle est enneigée ou englacée. Parce que si mes roues se mettent à patiner, lui, il va lui donner de l'accélération, puis on va y aller dans le décor. On n'utilise pas ça quand la chaussée n'est pas adéquate. Puis rappelez-vous, on est les seuls maîtres à bord. C'est nous autres qui avons les mains sur le volant. Les conditions défavorables qui sont liées à la conduite hivernale, mais on a la chaussée enneigée, glacée, la glace noire, les tempêtes de neige. Okay? Quels sont les risques, la perte de contrôle, la visibilité, puis si j'ai arrêté les freinages d'urgence. Solution, bien nettoyer mon auto, avoir des pneus bien gonflés, puis tester. Je pars de la maison, là, je m'assure qu'il n'y a pas d'auto en arrière de moi, là, puis je freine brusquement pour voir comment caler la chaussée si c'est une glace noire. Okay? Après ça, les risques qui sont liés à la fatigue. Mais quand je conduis et je suis fatigué, bien, je manque de vigilance, d'attention. L'altération du jugement est affectée. Une diminution de ma capacité d'agir vite et bien. Puis des moments d'absence, quand les yeux me ferment, c'est ça, des moments d'absence qui peuvent être occasionnés, puis ils peuvent être souvent très longs. Quoi faire? Je vous en ai parlé tantôt, ça, d'arrêter de changer de chauffeur. Un permis de conduire, je vous l'ai dit, on a parlé au début, c'est-tu un privilège ou un droit? Hein? Un permis de conduire, c'est un privilège. Puis ce privilège-là, il peut m'être retiré à tout moment donné. Okay? Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est qu'il faut, si on a de la difficulté, c'est important, consulter. Daniel vous a dit tantôt, vous avez de la difficulté, consultez une école de conduite. Vous avez des difficultés avec votre santé, consultez un professionnel de la santé qui va m'aider pour être capable de me dire si je suis correct au volant. Puis, il y a des brochures, si vous allez sur le site de la Fondation, vous allez retrouver une brochure qui vous parle des aînés au volant, c'est important. S'il s'agit de difficultés mineures qui sont liées au manque de connaissances, mais je vous présente 2 petits livres là, à aller chercher. Puis j'insisterai sur celui de droite, là, le guide de la route, parce que c'est lui qui nous parle de tous les panneaux. C'est un bon investissement, puis c'est une bonne façon de se garder à jour ces 2 documents-là dans mes techniques de conduite. Ça va m'aider beaucoup. OK? Le portail de CAA, là, si on a du temps, là, je sais, Daniel, vous en parler tantôt. Une autre façon aussi qu'on peut faire, c'est tester ses connaissances sur le site Internet de la SAQ. Il y a des belles petits examens là, sur les panneaux de signalisation où est-ce que je peux faire, je peux évaluer mes propres connaissances personnelles. S'il s'agit d'un problème de santé plus sérieux qui affecte ma capacité fonctionnelle, il faut que j'agisse en conséquence, c'est important. Qu'est-ce qu'a dit la loi? Elle dit que toute personne elle doit d'informer la Société d'assurance automobile de tout changement à son état de santé. Les petits crochets là, que je vous ai parlé tantôt.
qui pourrait affecter sa capacité de conduire automobile de façon sécuritaire. Une autre question à se poser en rapport avec son bilan de conduite: dans combien d'accidents, d'incidents j'ai été impliqué au cours des 2 dernières années? Le petit fly là, que je vous ai dit à 80 que la SAC garde, c'est ça qu'ils vont regarder. Y a-t-il eu des dommages matériels corporels, des lésions corporelles? Dans combien de quasi-accidents? Quand vous embarquez à bord avec quelqu'un, puis on fait un petit trajet d'une couple de kilomètres, une dizaine de kilomètres, on est rasé d'avoir 1 ou 2 accidents, ça va pas bien, là. C'est parce qu'il se passe quelque chose. Il faut y voir. Dans combien de contraventions qu'on a eues par rapport aux règles de circulation? Si dans mon année, j'ai eu 3 contraventions parce que je n'ai pas vu un stop, un arrêt, où j'ai passé sur 2 feux de circulation, il faudrait que j'y aille me faire vérifier, passer un test sur l'oculiste. Un permis de conduire, c'est un privilège. Hein? Ça dit par conséquent, si vous croyez qu'une personne n'a pas les capacités fonctionnelles ou requises pour avoir ça, il est important qu'elle prenne elle-même des mesures pour accrocher ses clés. Ou non, sinon, mais on va être obligé d'y aller par la dénonciation. C'en est un moyen aussi, si la situation est grave. Qu'est-ce qu'on peut faire? La personne concernée, d'abord, doit prendre la décision. Si elle n'est pas capable de la prendre, mais en parler avec son médecin ou tout professionnel de la santé, en parler avec un policier ou des autres membres de la famille ou un proche. Puis si vous voulez faire une dénonciation, mais vous avez le numéro de téléphone qui est le 1-800-561-2858 pour dénoncer une personne qui n'a plus les habiletés de conduite. La Société d'assurance automobile, elle va juger si cette personne-là n'est pas capable de conduire. Comment elle va faire ça? Elle va faire vérifier son état de santé, elle va évaluer ses capacités de conduire, ou bien non, elle peut faire les deux. Okay? La ramener à la SAC avec un évaluateur, puis on va le faire comme la première fois qu'il a eu son permis de conduire. En cas de refus, soumettre la demande de la SAQ, le droit de conduire va être suspendu. Si je ne veux pas me présenter pour mon évaluation médicale, puis mon évaluation de conduite, ils vont suspendre mon permis de conduire. Malgré ce que l'on croit, la SAQ n'a pas aucun intérêt à m'enlever mon permis de conduire. Elle veut que je la garde le plus longtemps possible. C'est la santé qui est importante au volant. Okay? La bonne conduite n'a pas d'âge, c'est ça que je vous ai parlé. Ce que fait la SAQ en appliquant des conditions, ouais. Tu sais, un jeune chauffeur va commencer à conduire, là, bon, mais il n'a pas le droit de conduire après minuit. Il n'a pas le droit de conduire le soir, ou il n'a pas le droit de conduire avec des amis, parce qu'on lui donne une façon graduelle d'obtenir son permis de conduire. Mais le retrait peut être comme ça aussi. Si moi, je suis un bon conducteur dans le jour, mais le soir, j'ai de la difficulté, mais je peux avoir des restrictions de conduire pour le soir. La SAC fait ça aussi. Accrocher ses clés, ce n'est pas la fin du monde. Hein? Je vous en ai parlé au début, il y a d'autres alternatives, comme l'autobus, le taxi. Ça coûte cher d'entretenir un auto. Si l'argent que je mets là-dessus, vous allez m'en payer. On va s'en payer en masse des taxis avec cet argent-là. OK? Je vous présente une petite vidéo, là. C'est un ergothérapeute, puis je conclue avec ça. D'abord, rassurez votre proche en lui disant que la discussion n'a pas pour but de le convaincre d'arrêter de conduire, mais qu'elle vise plutôt à trouver des solutions pour rendre sa conduite aussi sécuritaire que possible. Faites-en une conversation en tête-à-tête, car en famille, la personne concernée pourrait se sentir confrontée et se mettre sur la défensive. Si vous avez du mal à discuter avec votre proche à propos de ses habitudes de conduite, demandez des conseils ou du soutien à un ergothérapeute ou à un médecin. Tenez-vous-en aux faits, comme par exemple l'état de santé de la personne ou les médicaments qu'elle doit prendre et qui pourraient rendre la conduite moins sécuritaire. Il est important que vous et votre proche conveniez d'un plan d'action, comme passer un examen de la vue et évaluer les aptitudes de conduite sur une base annuelle. Il existe des signes courants qui devraient vous inciter à agir. Parlez à votre proche si il se perd facilement, a moins confiance qu'avant en ses moyens derrière le volant, semble inattentif à la signalisation routière, a de la difficulté à changer de voie ou à entrer sur l'autoroute, multiplie les accrochages, reçoit de plus en plus de contraventions, ou les amis et les membres de la famille sont inquiets lorsqu'il conduit.
Ces signes précurseurs pourraient vous indiquer qu'il est temps de parler à votre proche de son aptitude à conduire. Un ergothérapeute peut évaluer l'aptitude à conduire, concevoir des programmes pour améliorer la sécurité au volant et, au besoin, aider un automobiliste à trouver d'autres solutions de transport. Il en existe plusieurs. D'abord, proposez à votre proche de limiter sa conduite, par exemple en ne conduisant que de jour et en évitant les longs trajets ainsi que les autoroutes bondées. Assurez-vous qu'il conduise un véhicule facile à conduire et qu'il soit dans une position adéquate, avec une bonne visibilité derrière le volant. Vous pouvez aussi recommander de l'équipement adapté. Ou vous pouvez lui suggérer de se soumettre à l'évaluation détaillée de la conduite se trouvant sur le portail de la CAA à l'intention des conducteurs âgés, ou encore de suivre un cours de mise à jour en matière de conduite. Le plus important, c'est de rassurer votre proche en lui disant que vous travaillerez avec lui pour l'aider à conserver son autonomie aussi longtemps que possible. Aidez-le à mettre à jour ses compétences et ses connaissances en matière de conduite. S'il doit restreindre sa conduite, aidez-le à trouver d'autres moyens de transport qui sont fiables. N'oubliez pas, vous avez chacun des droits et des devoirs. La personne âgée doit prendre les mesures nécessaires afin d'assurer sa propre sécurité et vous devez la soutenir et l'aider à conserver son autonomie et sa qualité de vie. Visitez le portail de la CAA à l'intention des conducteurs âgés pour explorer une multitude d'outils, de vidéos et de renseignements. Bonsoir à vous tous.